Bonsoir et bon retour des vacances, même si cet été n'était pas vraiment un été estival. Merci beaucoup Jean-Pierre Fulu de commencer l'année avec nous. C'est Merci toujours beaucoup. un honneur et un plaisir de commencer nos activités avec un ami fidèle du CAREP, un ami personnel et un ami fidèle du CAREP, dans la personne de Jean-Pierre Fulu, historien, professeur d'histoire à Sciences Po et aussi un connaisseur en profondeur des sociétés arabes et musulmanes. Et il a vécu dans plusieurs pays arabes et notamment la Syrie, qui nous est chère tous les deux. Nous avons eu le plaisir de partager plusieurs débats, que ce soit à l'époque du présentiel, en présentiel, à l'Institut de culture de l'islam et ailleurs, mais aussi avec le webinaire que j'espère sera bientôt une partie de nos activités, mais qu'on va revenir au présentiel parce que c'est quand même différent, même si les gens disent que ça fait des économies, que ça fait beaucoup plus de suivi, mais le présentiel, ça reste quelque chose de beaucoup plus chaleureuse et productive, je suppose. Aujourd'hui, on va parler de ton dernier ouvrage qui vient de paraître chez Seuil, qui est intitulé Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de mettre vraiment le résultat de cette recherche magnifique dans un livre comme ça, qui est tout à fait nécessaire en ce moment parce que je ne vais pas citer des noms ni des titres d'autres ouvrages, mais à nos jours maintenant, on est submergé par des stigmatisations, des préjugés, des volontés de division musulmans, chrétiens, chiites, sunnites, arabes, kurdes, arabes, amazirs, et toujours cette volonté de montrer que le conflit est partout et que même s'il y a des conflits, ils sont seulement basés sur les divisions religieuses et ethniques. À savoir que dans l'ouvrage, la chose est beaucoup plus complexe. On voit bien l'enjeu politique ou les enjeux politiques et géopolitiques dans la région. On voit bien que les alliances varient et changent d'une époque à l'autre. On voit bien aussi que ce n'est pas seulement fondé sur des critères religieux comme on essaie maintenant de nous convaincre malgré nous ou de nous imposer cette pensée, mais c'est aussi beaucoup plus complexe. J'aimerais bien que tu partages avec nous en 30-40 minutes ton projet qui a donné lieu à cet ouvrage que j'invite tous nos auditeurs à se le procurer parce que vraiment, il y a un résumé très développé d'une période énorme, mais qui va donner les clés à la compréhension sage et rationnelle de ce qui se passe à nos jours. Et on va arriver à ça peut-être dans les questions, parce que tu termines presque hier dans cet ouvrage. À toi la parole, cher ami. Merci encore. Donc, merci encore au CAREP, à toi, Salam, et à vous toutes et tous qui avez eu l'amabilité, l'intérêt pour ce débat. Donc, je vais être ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, hein, le plus pédagogique possible. Hein. Et ce livre, il participe d'une double démarche. D'abord, c'est celle qui m'anime depuis déjà quelque temps, où j'essaie de déconstruire
les discours des bourreaux aujourd'hui au Moyen-Orient, et appelons-les tout simplement pour ce qu'ils sont, des bourreaux. Ne leur donnons pas de titre de gloire, de président, de roi, d'émir, de calife, que sais-je. Ce sont des bourreaux, ce sont les bourreaux de leur peuple. Or, ces bourreaux n'arrêtent pas d'invoquer l'histoire ancienne, mais ils le font comme le ferait un très mauvais étudiant, avouons-le. C'est-à-dire qu'un très mauvais étudiant, qu'est-ce qu'il fait dans un millénaire d'histoire? Il va prendre les deux, trois choses qui l'intéressent, il va dire que c'est comme ça depuis toujours. Voilà. Or, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font tout le temps. Et c'est ce que font malheureusement un certain nombre d'auteurs qui s'en tiennent au texte, qui font du littéralisme, qui prennent les discours de ces bourreaux, quel que soit leur titre officiel, pour la réalité, et qui considèrent que, ah oui, d'ailleurs, comme il invoque le calife un tel, comme on parle de la discorde de cette période, comme on parle... Donc c'est vrai. Ben non, c'est faux. Donc ça, c'est la première démarche. Et effectivement, elle avait déjà animé, sans que ce soit aussi systématique et j'ose dire ambitieux, aussi bien le miroir de Damas, hein, qui visait vraiment à montrer comment les bourreaux d'aujourd'hui à Damas travestissent et on peut dire humilient, flétrissent l'histoire extraordinaire de ce pays et de ce peuple. Dans Généraux, gangsters et djihadistes, où j'avais fait un parallèle déjà entre les Mamelouks médiévaux et les Mamelouks modernes, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les régimes prétoriens, les dictatures autoritaires, etc. Donc ça, c'est la première démarche. Et l'autre démarche, c'est une démarche d'enseignement. Ce livre est le fruit de 4 années d'enseignement en amphithéâtre à Sciences Po, d'un cours qu'on appelle de formation commune pour environ 250 étudiants de master qui ne sont pas spécialistes, qui ne sont ni spécialistes d'histoire, ni spécialistes du Moyen-Orient, ni spécialistes des langues et cultures de cette région. Donc, c'était pendant 4 ans, j'ai progressivement essayé de répondre à leurs attentes et j'ai développé des outils pédagogiques. Et ces outils pédagogiques, ils sont intégrés dans le livre avec des chronologies à la fin de chacun des 10 chapitres, avec une bibliographie sélective, 10 titres à chaque fois, pour montrer aussi hein, que je me suis nourri aux auteurs les plus sérieux. Moi-même, je suis contemporanéiste, hein, et donc quand il s'agit de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la période ottomane, eh bien, je suis allé voir ceux qui savent mieux que moi. Hein, voilà, je ne sais pas tout, je ne prétends pas être le spécialiste sur tout, je me suis nourri à leurs travaux. Et c'est ainsi que les historiens fonctionnent. Hein. C'est en sachant que le livre qu'ils font, eh bien, il se nourrit des livres précédents et il nourrira les livres qui suivront. Et effectivement, un livre comme celui-ci, il n'existe pas. Alors, je ne sais pas s'il mérite les éloges fort aimables que Salam Kawakibé a prononcés, mais je sais qu'à ce jour, il est le seul. Cette tentative de faire une synthèse qui ne soit pas l'histoire des peuples arabes, qui ne soit pas l'histoire de l'islam, qui soit l'histoire d'une région, et pas n'importe quelle région, c'est le milieu des mondes. Hein. C'est le carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Et c'est donc une région qui a rayonné hein, comme berceau des civilisations, berceau des monothéismes, depuis l'aube de l'humanité. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça s'est renversé parce que c'est la région où se déversent un peu les conflits du reste du monde et où surtout, et ça c'est évidemment ma thèse principale, mais elle n'étonnera personne qui connaît un peu mes travaux et mes engagements, parce que dans cette région du monde, les peuples ont été dépossédés de leur droit à l'autodétermination depuis la chute de l'Empire ottoman, soit par les puissances impérialistes, soit par les dictatures en place. Et donc, j'ai décidé de faire une histoire laïque. Alors, voilà, une histoire se doit d'être laïque dans la méthode et dans l'approche. Mais pourquoi j'ai voulu expliciter cette laïcité? D'abord parce qu'aujourd'hui, on met quand même la laïcité à toutes les sauces. Il faut rappeler que la laïcité, c'est avant tout la neutralité, y compris la neutralité intellectuelle. Hein, mais aussi parce qu'il y a pas seulement les histoires saintes des religions au Moyen-Orient, ce serait trop simple, mais il y a beaucoup d'autres histoires saintes. Il y a l'histoire sainte de la Perse éternelle, il y a l'histoire sainte de la colonisation, il y a l'histoire sainte de la décolonisation, il y a l'histoire sainte du sionisme.
il y a l'histoire sainte du nationalisme arabe. Et ces histoires, qu'on appellerait en anglais des narratives, des grands récits, il faut les déconstruire. Et pour ça, l'histoire, elle fournit les outils. Et puis elle fournit un outil tellement évident qu'on l'oublie parfois et que moi j'ai beaucoup utilisé cet outil, c'est la date. Et en fait, à partir du moment où on périodise, où on choisit une date, déjà, on fournit un cadre d'interprétation. Et on voit bien que si on choisit 0 ou 622 pour commencer l'histoire du Moyen-Orient, avec la meilleure volonté du monde, on sera dans un récit qui sera imprégné soit par le monothéisme chrétien, soit par le monothéisme islamique. Donc moi déjà, j'ai décidé de choisir 395, qui est une date qui n'est pas vraiment populaire, mais qui est une date fondamentale pour le Moyen-Orient, vu que c'est la création de l'Empire romain d'Orient. Et cette date, elle est politique, parce que les deux empires romains d'Occident et d'Orient sont tous les deux chrétiens, et elle crée le Moyen-Orient comme entité politique, et en plus un Moyen-Orient qui est gouverné donc par deux monothéismes d'État, la chrétienté d'Orient à Constantinople, et puis on l'a oublié, parce que cette religion a pratiquement disparu aujourd'hui, le zoroastrisme, qui est le monothéisme d'État de la Perse sassanide, avec pour capitale Ctésiphon. Ctésiphon, aujourd'hui, ce sont des ruines proches de Bagdad, mais c'était une ville de centaines de milliers d'habitants, au cœur de cette Mésopotamie, qui était la base de la Perse sassanide. La Perse sassanide avait donc sa capitale dans l'Irak actuel. Donc ça aussi, rien que ça, vous voyez, je viens juste à peine d'effleurer la première page de cette histoire, et déjà, on voit que les catégories ne fonctionnent pas. Ces deux monothéismes d'État, non seulement ne se faisaient pas la guerre, sauf à des périodes qui étaient relativement circonscrites jusqu'à la fin du VIe siècle et le début du VIIe siècle, mais en plus ils avaient développé, l'un comme l'autre, des bureaucraties d'apprentissage de la culture et de la langue de l'autre, qui connaissaient le protocole de l'autre, qui connaissaient les rites de l'autre. Et on avait, je rappelle, deux monothéismes d'État, donc deux religions à vocation universelle. Eh bien, on avait soit l'empereur romain, eh bien, il était le parrain de l'héritier du trône perse, soit l'inverse. Voilà. Et ça ne choquait personne. Il n'y avait pas naturellement d'opposition. Voilà, j'ai juste mentionné ça. Et on voit déjà qu'en choisissant cette date, on change le regard. On fait un pas de côté. Et en même temps, 395, c'est fascinant dans les rapports entre Orient et Occident. C'est parce qu'à cette époque-là, la zone de stabilité, c'est l'Orient. C'est la zone qui produit des institutions, qui produit des normes, qui produit du progrès, alors que la zone d'instabilité, de chaos, c'est l'Occident. Donc, voilà, ne jamais oublier cela. Alors, autre exemple de date, et je joue volontairement, explicitement sur ces catégories, les croisades, je les coupe en deux dans deux chapitres. Parce qu'au fond, ce n'est pas si important que ça, les croisades, dans l'histoire du Moyen-Orient. Au fond, c'est plus important pour l'histoire de l'Europe, qui s'est largement construite par les croisades, qu'au Moyen-Orient, où on voit bien que c'est relativement périphérique, ça met en jeu des forces limitées. Il faudra un demi-siècle après la prise de Jérusalem en 1099 par les croisés pour qu'une contre-croisade soit lancée par Noureddin, et un peu moins d'un siècle pour que Saladin reprenne Jérusalem. À l'époque, l'événement le plus fondamental, ce sont évidemment les invasions mongoles, qui, elles, vont profondément et durablement transformer le Moyen-Orient, alors que les croisades resteront marginales pour 1000 raisons que j'essaie de synthétiser. Autre choix de date, souvent on dit 1453, la chute de Constantinople. Ça c'est très très important, il y a avant, il y a après. Oui, bien sûr, évidemment, 1453, c'est très important. Sauf que Constantinople avait été prise en 1204 par les croisés, et que cette prise de Constantinople, qui s'était accompagnée de pillages épouvantables, avait probablement beaucoup plus creusé
le fossé entre la chrétienté d'Orient et la chrétienté d'Occident que toutes les querelles dogmatiques. Hein, et que l'Empire byzantin, il a dû revenir à Constantinople 60 ans plus tard. Hein. Moi, je crois que la date plus importante, en tout cas c'est celle que je choisis, c'est 1501. Parce que 1501, c'est cette espèce de concours de circonstances absolument incroyable, où on a une confrérie soufie, turkmène, sunnite, qui va devenir chiite, qui va dire qu'elle est descendante du prophète. Ils s'appellent les Safavides. Donc vous voyez un peu ce que ça va donner. Hein, et que leur chef, qui est un adolescent, qui a 12 ans, eh bien c'est le Mahdi. Et que donc le Mahdi va ainsi revenir sur terre et proclamer la fin des temps. Et donc on a cette Perse qui se constitue en schisme d'État. Alors on fait comme si c'était normal, l'Iran, la Perse, le schisme. Non, c'est parce que des gens un jour sont arrivés dans les mosquées et ont dit vous prononcez la prière à la chiite, sinon on vous coupe la tête. Quelque chose qui n'avait pas été fait sous cette forme avant. Il faut savoir que, et se rappeler que les Fatimides, hein, donc ismaéliens, ont régné sur l'Égypte, ont fondé le Caire, ont fondé Al-Azhar. Le Caire et Al-Azhar ont été fondés par des dissidents de l'islam, pas du tout par des sunnites orthodoxes. Hein. Ça aussi, il faut le rappeler. Eh bien, pendant ces 2 siècles de califat fatimide en Égypte, l'écrasante majorité de la population reste sunnite. Donc là, avec les Safavides, hein, du fait de leur intensité messianique, on a un changement. Et on applique en fait un principe qui est un principe des guerres de religion européenne, qui est le principe cuius regio eius religio, on dit ça en latin à l'époque, c'est-à-dire que la religion du souverain doit être la religion de la population. Mais c'est tout à fait nouveau au Moyen-Orient. Hein, les Omeyyades ont régné sur un Moyen-Orient qui était largement chrétien. Hein, je viens de parler des Fatimides. On a eu des émirs chiites et qui ont coexisté avec un calife sunnite à Bagdad, etc., etc. Donc 1501, ça change parce qu'il y a cette idée qu'on aura d'un côté un pouvoir chiite et de l'autre un pouvoir sunnite avec les Ottomans. Et c'est pour cela que les Ottomans entrent au Moyen-Orient. Sinon, les Ottomans, eh bien, leur objectif, c'est l'Europe. Ce sont les Balkans, c'est la bataille du Kosovo en 1389, c'est évidemment la prise de Constantinople. Ils ne sont pas tournés vers le Moyen-Orient. C'est pour faire barrage à la Perse qu'ils le font. Et des guerres s'en suivent. Hein, mais ces guerres, au bout d'un siècle, hein, vont aboutir à une frontière d'empire entre les Ottomans et les Perses, qui est la frontière actuelle entre l'Iran et l'Irak, presque exactement, enfin avec très peu de modifications. Donc ça veut dire que c'est une frontière politique. Il y a des chiites des 2 côtés, hein, et les villes saintes du chiisme sont dans l'Irak ottoman. Elles ne sont pas Najaf et Kerbala dans la Perse chiite. Il y a des Turcs des 2 côtés, il y a des Kurdes des 2 côtés, il y a des Arabes des 2 côtés. Hein. Donc ce ne sont pas des frontières ethniques ou religieuses. Et pourtant, cette frontière, elle a tenu malgré l'épouvante de la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988. Donc ça permet de relativiser, hein, et évidemment de déconstruire les récits qui voudraient dire « Ah, le Moyen-Orient serait idéal si pour chaque communauté, il y avait son petit État ou son petit émirat. » Non seulement ça ne marche pas, ça n'a jamais marché dans l'histoire du Moyen-Orient, mais en plus on voit que ça débouche sur d'autres guerres. Et puis il y a la question très récurrente dans le débat, en tout cas en France, en Europe et dans les pays occidentaux, des minorités. Alors les minorités, c'est intéressant parce que les minorités, en fait, on en parle assez tardivement. Et les minorités, c'est très relatif, parce qu'en fait, on voit que quand une minorité devient majoritaire, parce qu'on lui a donné justement un espace où exercer son pouvoir supposé légitime, parce que comme minorité, elle était opprimée, eh bien, cette minorité devenue majoritaire, elle va se comporter généralement avec la même brutalité contre la majorité devenue minorité dans l'espace qui lui a été donné. Donc, ce ne sont pas les cadres d'interprétation qui fonctionnent. Et c'est pourquoi le Moyen-Orient est en crise aussi profonde et aussi structurelle. Je résume évidemment un très grand trait, hein, on va avoir l'occasion d'en débattre. C'est parce que depuis un siècle, hein, depuis la chute de l'Empire ottoman, plutôt que d'accorder le droit à l'autodétermination des peuples concernés, ce droit a été systématiquement
détournée, hein, avec en plus une France qui, au Liban et en Syrie, a pratiqué un confessionnalisme systématique, hein, qui tranchait complètement avec la vocation universaliste, républicaine, laïque de la République française. Hein. Cette France, elle crée du confessionnel partout. Et ça commence assez tôt, hein, je le raconte, hein, dès le statut organique du Mont-Liban, où on commence à diviser, voilà, il y aura 4 maronites, 2 grecs orthodoxes, 1 grec catholique, 3 druzes, 2 chiites, un sunnite. On n'avait jamais divisé comme ça avant. Hein, même dans l'Empire ottoman, hein, qu'il ne faut évidemment pas idéaliser. Hein, mais on voit que dans le demi-siècle qui précède la chute de l'Empire ottoman, le Moyen-Orient, pour différentes raisons, il y a évidemment la Nahda, hein, la Renaissance arabe, qui est une renaissance politique et culturelle, mais qui n'est pas une renaissance d'exclusion ethnique. Des grands noms de la Nahda, hein, sont d'origine kurde, d'origine tcherkesse, et d'ailleurs écrivent en plusieurs langues, mais se présentent, s'affichent comme des personnalités de cette renaissance arabe. Donc on voit que pendant cette fin du XIXe siècle, alors même que l'Anatolie se balkanise, littéralement, hein, c'est-à-dire qu'on a les mêmes processus à l'œuvre que dans les Balkans, avec un principe des nationalités qui tourne souvent à la crise confessionnelle et qui culminera dans l'abomination du génocide arménien pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, au même moment, au Moyen-Orient, on a des formes de vivre ensemble, des formes de coexistence qu'il ne faut pas idéaliser, mais qu'il ne faut pas non plus oublier. Hein. Cette idée des conflits inexpiables, cette idée que la haine est enracinée, eh bien, elle est construite. Elle est construite par les marchands de haine, justement, par ceux qui en font leur négoce politique et culturel et idéologique. Hein. Et donc, à chaque fois, ce que j'essaie d'apporter, c'est effectivement un pas de côté, on va à l'encontre des idées reçues, on est un peu contre-intuitif, et puis on rappelle des données de longue durée. Et surtout, on déconstruit le rapport au religieux. Alors évidemment, je ne suis pas aveugle et sourd, le religieux, il est partout au Moyen-Orient, mais le religieux n'explique pas tout au Moyen-Orient. D'abord parce que beaucoup des croyants, eh bien, ne savent pas vraiment à quoi ils croient. Je suis désolé d'énoncer ce qui sera perçu peut-être comme une provocation, mais il faut savoir que les schismes entre les églises chrétiennes, c'est quand même épouvantablement compliqué. Savoir exactement à quel moment la Trinité ceci, à quel moment la nature du Christ cela, à quel moment la Vierge, c'est compliqué. La plupart des fidèles ne savent pas. Ils savent qu'ils pratiquent un rite dans telle langue, de telle forme, et que ce rite fait d'eux les bons croyants. Alors, donc les orthodoxes, même si on ne les appelle pas orthodoxes, hein, chaque église pense évidemment qu'elle est la seule orthodoxe. Hein. Après, elle est plus ou moins tolérante, elle est plus ou moins intolérante. Voilà. Hein. Et au fond, on a la même chose dans l'islam. Hein. On voit que passer les rites fondamentaux, la façon de faire la prière, la façon de respecter telle ou telle obligation, en fait, sur les questions de doctrine, eh bien, une grande partie des fidèles ne sait pas trop. D'abord parce qu'il faut demander, il y a des professionnels, hein, il y a des professionnels, d'ailleurs on les appelle les savants, hein, les oulémas, hein, et que ce sont eux qui vont répondre, ce sont eux qui vont répondre aux questions, qui vont émettre des fatwas. Et puis on a le cas des groupes minoritaires, hein, qui sont souvent des groupes initiatiques, et où, littéralement, la majorité des Alaouites, la majorité des Druzes, ne sait pas ce qu'il y a dans le livre sacré, parce qu'on ne leur a jamais montré le livre sacré, parce que le livre sacré, il est secret. Voilà. Donc, arrêtons de faire comme s'il y avait des foi qui étaient absolument inconciliables, alors qu'on est beaucoup plus dans l'expérience partagée, dans la mémoire des conflits, mémoire entretenue, dans la façon dont un passé peut être présenté comme plus conflictuel ou moins conflictuel, plus dans la coexistence ou moins dans la coexistence.
Et il y a la réalité évidemment de cette montagne qu'on appelle aujourd'hui une montagne alaouite, mais où tout le monde s'est réfugié. Tout le monde s'est réfugié, pas seulement les alaouites. On a eu toutes les familles chrétiennes, on a eu des ismaéliens, on a eu des sunnites, on a eu des druzes, on a eu des chiites. Pourquoi? Parce qu'on était dans un sanctuaire de minorité. Et donc, on voit bien que, sans du tout idéaliser cette histoire, et dans mon livre, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de massacres, il y a beaucoup de coups d'État, il n'y a pas assez de femmes, j'aurais même mettre beaucoup plus de personnages féminins, mais c'est ainsi, je ne peux pas, de manière un peu artificielle, donc chaque fois que j'ai pu, Rabia al-Adawiya, évidemment, la première soufie, sans doute, le soufisme, sa pionnière, ça a été une femme, dans l'Irak du 8e siècle, Shajar ed-Dour, évidemment, la sultane d'Égypte, qui a régné officiellement et au nom de qui on a prononcé la prière dans les mosquées, les militantes de la Nahda, les féministes du XXe siècle, les révolutionnaires du XXe siècle. Alors évidemment, j'aurais aimé pouvoir mettre plus de ces personnalités extraordinaires en avant, mais c'est ainsi, l'histoire, et c'est une histoire politique que j'ai décrite. Et puis, il y a les interventions. Les interventions, parce que, voilà, il ne faut pas faire comme si les Moyen-Orientaux, qui souvent ont tendance à blâmer le monde entier pour leurs propres problèmes, il ne faut pas voir qu'ils sont évidemment totalement innocents. Je raconte comment ce syndrome qui est parfaitement décrit à la fin de la Première Guerre mondiale par Arnold Toynbee quand il visite l'Anatolie ravagée. Et il dit, les diplomates parlent d'une question d'Orient, moi je parle d'une question d'Occident. Parce qu'en fait, toutes les parties au Moyen-Orient sont convaincues que les Occidentaux ont des plans très précis et que ce sont ces plans qui, en s'appliquant à leur réalité, ont produit telle catastrophe ou tel développement. Bon, on est quand même dans la région du monde la plus internationalisée depuis le plus longtemps. Donc ça veut dire que les peuples de cette région non seulement doivent faire face à leurs propres despotes, à leurs propres bourreaux, mais ils doivent faire face pas seulement à des interventions internationales, mais une forme de consensus international mou. L'idée que, oh là là, si ça bouge, si ça va être le chaos. Ah bon? Parce que ce n'est pas assez le chaos. Et on voit bien que chaque crise moyen-orientale est bien pire que la précédente. Que pour trouver l'équivalent de l'horreur syrienne actuelle, il faut remonter à Tamerlan, 1400. Pour trouver l'équivalent des bains de sang en Égypte, sous la dictature Sissi et surtout en 2013, il faut remonter à Bonaparte en 1798. Donc on est dans une régression absolue. C'est pour ça qu'il faut que cette histoire soit comprise, elle soit maîtrisée, qu'on se l'approprie, qu'on en débatte, mais qu'on en débatte réellement, au fond, pas sur des clichés, pas sur tel ou tel slogan de tel ou tel entrepreneur de terreur ou bourreau en puissance ou dictateur recuit. Et c'est ça que j'ai voulu présenter, avec évidemment toutes les limites du genre. J'ai dû faire des choix, je n'ai pas pu développer comme je l'aurais souhaité tel ou tel aspect d'une chronologie très, très lourde. Je me suis concentré plus sur l'histoire politique que sur l'histoire sociale. Mais c'est ainsi. On ne peut pas couvrir tous les champs. Et j'espère donner envie, notamment par les suggestions de lecture que j'apporte, justement à tous ceux qui seront intéressés par ce livre, toutes et tous ceux, toutes celles et tous ceux, d'aller plus loin parce que voilà, on est face à un champ
formidables. Nous avons en France des spécialistes formidables de cette partie du monde, à toutes les époques, hein, que ce soit depuis l'Antiquité avec les missions archéologiques françaises, que ce soit avec les spécialistes, les islamologues. Hein. C'est comme en France qu'on a eu le Coran des historiens. C'est extraordinaire, cette somme qui a été produite, que ce soit donc avec les islamologues en général, que ce soit avec les médiévistes, les ottomanistes, les arabisants actuels. Donc, on a une palette de spécialistes. Bon, j'ai voulu aussi donner l'envie, hein, de lire leurs travaux, chacun sur un secteur, une période beaucoup plus précise que la mienne, mais en mettant tout cela dans un cadre plus général. Et je dirais un dernier mot sur les cartes. Hein. Les cartes, il y a un cahier hors carte. Hein. Pour chaque carte, pour chaque chapitre, hein, chacun des 10 chapitres, il y a une carte générale du Moyen-Orient et une carte d'un détail du Moyen-Orient. Et ce sont des cartes qui sont toutes originales, qui ont demandé beaucoup de travail. Hein. Vraiment, je suis très reconnaissant aux cartographes et aux spécialistes qui ont travaillé. On était en contact permanent et en échange permanent. Et pour vous donner un exemple, juste 2 cartes pour le chapitre sur le long 19e siècle, le 19e siècle impérial. La carte d'ouverture, eh ben, j'ai voulu qu'on voit que l'expédition de Bonaparte, hein, voilà, Bonaparte, là on fait le bicentenaire de sa mort, etc. Mais c'est un petit trait sur la côte qui va d'Alexandrie au Caire et de là à Acre et qui repart. Alors qu'au même moment, au centre de l'Arabie, on a un foyer qui rayonne et là il y a des flèches qui partent dans tous les sens. Avant l'arrivée de Bonaparte, après le départ de Bonaparte, parce que les Wahhabites, ils vont sur la côte sud du golfe Persique, ils vont rasier Kerbala, ils vont aux portes de Damas, ils s'emparent de la Mecque et de Médine. Ça, c'est un mouvement fondamental. Et on n'a pas perçu assez bien à l'époque l'importance de ce premier royaume wahhabite. Toujours pour la même époque, il y a la carte de la guerre des États-Unis en Libye. Là, hein, on est là, oui, les Américains, 20 ans de guerre à la terreur, oui, sauf que la première guerre qu'ils ont faite, en 1801, ils n'avaient pas 20 ans d'indépendance, c'était contre des Arabes au Moyen-Orient, hein, contre la régence de Tripoli. Et donc je montre les cartes, je montre comment ils ont attaqué 1 fois, 2 fois, 3 fois par la mer, 3 années de suite, avec des blocus, avec des bombardements, comment après ils ont fait une invasion terrestre, hein, et comment c'était déjà du régime change, déjà. Et déjà, ça s'est lamentablement effondré, hein, avec les diplomates de l'époque disant « c'est affreux, nous abandonnons nos amis, nous abandonnons nos alliés. Qui va nous croire maintenant au Moyen-Orient ?» Question dont on voit la triste actualité après la chute de Kaboul. Voilà, cher Salam, chers amis, IES, hein, ce propos introductif, et je serai heureux du débat, de l'échange que nous allons avoir très bientôt et avec ma reconnaissance renouvelée au CAREP. Merci beaucoup, cher ami. Effectivement, les cartes, c'est un travail impressionnant, en sachant qu'il y a des géographes maintenant qui utilisent les cartes pour fausser des informations sur des pays chers à nous deux, et pour dire, pour confirmer les fausses analyses qu'ils prétendent connaître sur cette région. Comme c'est de 395 jusqu'à nos jours, tout récemment, ta collègue et notre amie Elizabeth Thompson, qui a publié un livre en anglais qu'on est en train de traduire au centre arabe. C'est bien, c'est formidable. Oui. Voilà, qui est intitulé « Comment l'Occident a volé la démocratie aux Arabes ». Elle s'intéresse à la période de la fin de l'Empire de Bi-Manda au Mashrek. Sa thèse, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le... Bien sûr, c'est formidable, c'est un travail formidable. Est-ce que tu es d'accord avec sa thèse
qu'il y avait un élan de dialogue islamo-libéral qui a été avorté par cette arrivée ou ce retour de le contrôle occidental de la région, notamment la Grande Syrie. Oui, bien sûr. Enfin, on va dire le royaume arabe, hein, parce que la Grande Syrie, tout de suite, on rentre dans des considérations plus idéologiques. Hein. Voilà. L'idée, moi, dans le miroir de Damas, dans Les Arabes, leur destin et le nôtre, j'ai développé ça. Elisabeth Thompson fait un travail historique d'autant plus formidable que les Français ont effacé beaucoup de documents. Ouais, c'était pas évident. Hein. Les Français ont quand même occupé Damas en 1920. Démanteler le royaume arabe, expulser son souverain, Faisal, vers l'Irak, où il deviendra le souverain local. Mais ils ont fait aussi le ménage dans les archives. C'est-à-dire, quand on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, il faut parfois le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que les vainqueurs ne laissent pas la mémoire des vaincus. Or, voilà, pendant longtemps, il était de bon ton de dire oh oui, Faisal, c'était un monarque traditionnel, à l'ancienne, tribal et tout. Or, on voit la modernité des textes qui ont été adoptés par cette assemblée, avec voilà, des personnalités éminentes qui y siégeaient, hein, et où effectivement, il y avait d'une part cette synthèse islamo-libérale, bon, moi je dis plutôt islamo-nationaliste, parce que je pense que en fait la question est la question des références. Est-ce qu'on met en avant une référence de Watan ou une référence de Ummah? Mais voilà, mais je suis tout à fait ouvert au terme islamo-libéral. Cette synthèse, c'est en fait la synthèse de la Nahda. C'est l'aboutissement de la Nahda, hein, ce royaume arabe avec toutes ses faiblesses. Mais toutes les constructions politiques et humaines se sont. Puis vous imaginez quand même, on sort d'une guerre qui a été effroyable au Moyen-Orient. Hein, les Européens ne comprennent pas que la Première Guerre mondiale est cauchemardesque au Moyen-Orient. Alors, il y a évidemment le génocide arménien, mais il y a des déplacements de population affreux, une famine au Mont-Liban, et sur ces ruines, eh ben, les Arabes, avec leur révolte arabe, leur légion arabe, que évidemment les Français et les Britanniques se sont bien gardés d'armer suffisamment, hein, ils vont construire pendant 2 ans une expérience constitutionnelle, enfin pas pendant 2 ans, pendant 1 an et demi, une expérience constitutionnelle avec garantie des droits des minorités, avec principe juridique qui est tout à fait admirable. Alors évidemment, tout ça, il a fallu le passer par perte et profit parce que la France ne pouvait qu'incarner les Lumières et le progrès. Mais le tournant est fondamental parce que les Arabes se sont engagés dans la Première Guerre mondiale comme alliés. C'est très important ce mot, allié, l'alliance. Hein, avec tout ce que ça... Et là encore, hein, voilà, on a les images de Kaboul en tête. Hein, ils ont été engagés comme alliés et ils ont contribué. Là, voilà, il y a toute une historiographie de guerre disant oui, la révolte arabe, c'était pas grand-chose. Comment? Pas grand-chose. Mais la révolte arabe, ils sont arrivés pratiquement aux portes d'Amman quand l'armée britannique dépêchée depuis le Caire piétinait aux portes de Gaza. Hein, ils n'arrivaient pas à entrer en Palestine. Ils ont immobilisé une partie très importante de l'armée ottomane à Médine, où elle était assiégée. Ils ont contribué à la victoire. Et au moment de la libération, au lieu de tenir les promesses qui leur avaient été faites, celles d'un royaume arabe, hein, eh bien, on les a soumis, on les a divisés, on les a caricaturés. Hein. Il faut voir les discours. Il se trouve qu'en plus, en France, à ce moment-là, en 1920, on a un grand retour de la droite conservatrice, c'est ce qu'on appelle la chambre bleu horizon, hein, et un discours sur les croisades, hein, c'est une citation sans doute apocryphe, hein, mais elle résume bien l'esprit du temps, que quand voilà, les Français arrivent à Damas, ils vont sur la tombe de Saladin en disant, voilà, nous sommes vengés, nous sommes vengés. Voilà. Donc, et après, on nous parle de laïcité. Quand on est arrivé au Moyen-Orient avec ces discours de revanche
qui épouse les clichés des croisades, qui déjà à l'époque des croisades étaient des clichés, il faut quand même s'en rendre compte. Donc, il y a cette histoire qu'il faut revisiter. Alors, j'ai parlé de la nécessité de rendre la parole aux vaincus, mais il faut aussi savoir que toutes les dictatures arabes, à commencer par l'abominable tyrannie des Assad père et fils, ont voulu enterrer cette histoire plurielle, cette histoire diverse, cette histoire de parlement, cette histoire de constitution, cette histoire où on a vu malgré tout, pendant des années, avec toutes les limites, même sous les périodes de mandat, même avec les Britanniques aux portes de l'Assemblée au Caire, on a vu des expériences pluralistes. Et on a vu une démocratie parlementaire qui était effectivement, qui connaissait de très sérieuses limites, mais qui avait trouvé le moyen de gérer les contradictions le moins mal possible. On connaît l'adage de Churchill, la démocratie, c'est le pire système à l'exclusion de tous les autres. Et comme si ce n'était pas suffisant, non seulement on détruit le royaume arabe, mais ces élites arabes arrivent à l'indépendance épuisées par les Français et par les Anglais, qui leur ont mené la pire vie au lieu de les porter vers l'indépendance. Et donc, elles vont être mûres pour tomber cette fois sous le coup de leurs bourreaux, qui, moi j'appelle les mamelouks modernes, qui vont par différents coups d'État, la séquence est ouverte en Syrie dès 1949, progressivement éliminer l'héritage de pluralité de la Narda politico-constitutionnelle. Ben justement, il y a maintenant les Syriens, constitution, le retour à la constitution de 1950, en oubliant que la constitution ou le projet de constitution qui a été proposé par Rachid Rida en 1920 est beaucoup plus moderne et beaucoup plus développé que celles qui l'ont succédé, notamment en ce qui concerne la référence religieuse. Rachid Rida, dans son projet, il ne mentionne la religion musulmane que dans la religion du roi ou du président. Du chef de l'État, voilà. Voilà. Par contre, ni les lois, ni le reste est inspiré de l'islam. Et quand il a été contesté par les dignitaires religieux, il a répondu avec une réponse très simple et très, je pense, qui doit être reprise à maintes reprises. Il a dit, le roi m'a demandé de faire un projet sur une constitution qui concerne les Syriens, chrétiens, israélites, musulmans. Il ne m'a pas demandé de faire une constitution pour musulmans seulement. Alors ça, c'est... Et voir que le mandat arrive et Rachid Rida, qui était un religieux quand même, oui, très devient il se radicalise plutôt. Tout à fait, tout à fait. Et ça se répète dans l'histoire. Tu as mentionné à maintes reprises la date de 23 août 2013, quand Obama a décidé de ne pas réagir. Alors, ce sont des dates qui ont vraiment changé le déroulement de l'histoire. Comment on peut apprendre de cette succession, cette répétition des faits basés sur des mauvais jugements ou un manque de volonté ou démission de la responsabilité humaine? Là encore, on est sur une question qui est presque d'ordre philosophique. Donc moi, je reviendrai sur le terrain de l'historien. L'historien, il doit interpréter, interpréter, interpréter. Et interpréter en délivrant du sens. Et donc en déconstruisant le discours de la France apportant les Lumières dans la Syrie archaïque. La Syrie archaïque. Damas, Alep, les deux villes les plus anciennes du monde. Voilà, quand même, pour la civilisation, les Syriens auraient eu quelques leçons à donner, y compris en termes de vivre ensemble.
Quand on arrive et qu'on découpe un État alaouite, un État druze, gouvernement de Damas, gouvernement d'Alep, Sanjak d'Alexandrette, autonomie pour la Jazira, c'est du charcutage. Hein. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, même si certains me trouvent un peu critique sur le mandat français, maintenant, on a maintenant les travaux d'Elizabeth Thompson qui confirment complètement à quel point l'intervention française a été destructrice. Hein. Il n'y a pas eu que les bombardements de Damas en 1925 et 1945. Hein. Là non plus, il ne faut pas les oublier. Hein. En 1945, on a quand même bombardé le Parlement. Pas mal hein, pour une puissance mandataire qui se prétend garante de la démocratie et pour un pays qui sortait de l'occupation nazie. Hein, mais ça a été destructrice parce qu'une expérience naissait. Et au fond, tout ça se résume à quelque chose d'assez simple. Et je veux le dire aussi pour Obama, ce sont des préjugés culturalistes. C'est aussi simple que ça. On le sait, mais à chaque fois, il faut les déconstruire. Hein, et donc, c'était l'idée qui est d'ailleurs dans le mandat, dans la philosophie des mandats, hein, ces peuples ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et au fond, à partir du moment où on trahit les alliés, où on considère les alliés comme devant être des soumis et non plus des alliés, ils ne sont plus sur un pied d'égalité. Donc, c'est là que ça se fait. À partir du moment où voilà, on change de statut, on passe d'allié à vassal, eh bien, le mal est fait. 21 août 2013, Barack Obama. Alors là, il y a encore du travail à faire, parce que, bon, ça n'a pas été les Français qui ont détruit les archives, mais quand même, la bande à Obama, hein, ça fait maintenant 8 ans qu'il nous explique que c'est la meilleure décision que le président américain ait jamais prise. Non seulement il ne reconnaît pas son erreur, mais il essaie d'expliquer au monde entier qu'il a eu parfaitement raison, que s'il était intervenu, ça aurait été encore pire, que de toute façon, ça n'aurait rien changé, etc., etc. Donc, alors là, on est dans le déni de l'histoire. Pourquoi on est dans le déni de l'histoire? Eh bien, Obama, il l'a avoué, sans s'en rendre compte. Peu après son refus de mettre en œuvre sa ligne rouge, qui est le vrai acte final. Après, on solde le Moyen-Orient américain sous Trump et maintenant sous Biden, et c'est terminé. Mais à partir du moment où Obama refuse de mettre en œuvre son propre engagement, Daesh va évidemment surgir. Hein. Voilà, l'historien, il a quelques outils. Il a la chronologie, c'est très clair. Voilà. Daesh, ils étaient à Raqqa, et grâce à ça, ils vont pouvoir s'étendre hein, dans toute la Syrie et passer en Irak pour prendre Mossoul. Mais que fait Obama pour justifier, pour dire, bien sûr, j'ai toujours eu raison, bien sûr, I'm the brightest, bien sûr, je suis a brain, etc., etc. Il fait un entretien avec Thomas Friedman. Et Thomas Friedman est quand même très, très, très gentil, hein, très complaisant. Mais Thomas Friedman, à un moment, lui dit quand même, voilà. Et que répond Obama? Il dit, comment voulez-vous qu'une armée composée d'enseignants, de paysans et de docteurs puisse renverser un tyran et prendre le pouvoir? Comment voulez-vous qu'elle puisse gagner? Mais, Monsieur Obama, j'aurais eu envie de lui dire, c'est une armée d'enseignants, de paysans, de docteurs qui a libéré les États-Unis d'Amérique de la colonisation britannique. Ce n'étaient pas des unités que Lafayette avait entraînées et validées au Canada et ensuite infiltrées en Syrie. C'est ça qui s'est passé et c'est ça qui a libéré votre pays. Sauf que là, il y a un blocage. Ah ben non, ça c'est notre histoire. Hein, c'est une histoire, et je sais bien qu'Obama a des racines kenyanes et qu'il a été élevé en Indonésie, etc. Mais la réalité, là, au moment de prendre la décision, l'histoire de l'Amérique, c'est une chose, et l'histoire du Moyen-Orient, c'est une autre. Ce n'est pas la même histoire. Il y a deux niveaux d'histoire. Et moi, je dis, c'est faux. C'est la même histoire. Et chaque fois qu'on ne s'en rend pas compte, chaque fois qu'on n'applique pas les mêmes critères d'interprétation, de jugement aux histoires différentes, eh bien, on construit
des histoires saintes, des histoires qui ne sont pas laïques. Et c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur cette revendication de laïcité. Tu parlais des archives et les vainqueurs écrivent l'histoire. Et à ce sujet, le Centre arabe, il a lancé un projet très ambitieux et qui a abouti, heureusement, tout récemment, euh, en créant un groupe de chercheurs et pour documenter, juste documenter, sans interpréter, les événements qui ont débuté en mars 2011 jusqu'à nos jours, avec des supports visuels, auditifs, écrits, cartes, témoignages. Et tout ça, c'est pour permettre aux générations futures d'avoir le matériel nécessaire pour étudier et interpréter ce qui s'est passé ces dernières années. Parce que, comme tu dis, l'histoire de la révolution, la guerre, le conflit, ce qu'on veut, syrien, elle est en train d'être faussée par les Russes, les Iraniens et leur protégé régime syrien. Tout à fait, tout à fait. Ben, voilà, c'est une initiative tout à fait louable et tout à fait nécessaire. Moi, je pourrais citer un exemple. Hein. J'ai écrit une histoire de Gaza. Ben, voilà, le défi principal, c'était écrire une histoire sans archives. Oui. Parce que les archives, par définition, n'existent pas, ou elles ont été détruites, ou elles sont littéralement des prises de guerre. Et on ne peut pas y accéder parce que c'est le vainqueur qui les contrôle et qui ne veut évidemment pas y donner accès. Ben justement, quand il y a eu l'occupation de Beyrouth, la première chose que les forces israéliennes ont fait, c'est de piller les archives palestiniennes qui se trouvaient dans les locaux du Centre d'études palestiniennes à Beyrouth. Mais les Français ont quand même pu, à ce moment-là, sauver une partie de ces archives, heureusement. Très bien. Je vais commencer à prendre des questions. Alors, nous avons M. Mohamed Yacoub. Il vous remercie et il va lire le livre. C'est gentil, merci. Alors, une question d'un spectateur anonyme. Comment expliquez-vous que cette histoire laïque du Moyen-Orient, telle que vous la décrivez, ne trouve pas écho dans les diplomaties occidentales? Comment expliquer cette lecture par le prisme religieux ou ethnique de la région perdue jusqu'à aujourd'hui? Perdure jusqu'à aujourd'hui, pardon. Oui, oui. Alors, d'abord, bon, moi, j'ai été diplomate pendant 20 ans, hein, avant d'être universitaire, hein, de 1900, presque 20 ans, 1988 à 2006. Hein. Donc, je vois à peu près d'expérience personnelle, hein, comment fonctionnent les diplomates. Et ce ne sont pas les diplomates qui sont porteurs de ce type en tout cas sûrement pas les diplomates arabisants, les diplomates spécialistes de la région qui généralement ont une connaissance beaucoup plus fine. Ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce que vous voulez, quand vous êtes obligé, allez, ce n'est pas un secret d'État, mais quand vous êtes comme moi, obligé d'expliquer au président Jacques Chirac que le ministre syrien des Affaires étrangères n'est pas alaouite, même s'il n'aime pas ou qu'il fait des misères au Premier ministre libanais, qui est un grand copain de Jacques Chirac, Rafik Hariri, qui lui est sunnite, et quand vous lui dites « mais Monsieur le Président, il est aussi sunnite », et que Jacques Chirac, qui passe quand même à ce moment-là une bonne partie de son temps à s'occuper du Liban et de la Syrie, vous regarde comme s'il avait découvert quelque chose, vous vous dites que le problème, il n'est pas au niveau des diplomates. Hein, il n'est pas… voilà. Hein, les grands projets de découpage de l'Irak, ce ne sont pas des diplomates américains qui les ont portés. Ce sont des born again, des messianiques qui ont été envoyés par l'administration Bush, qui sont arrivés avec des cartes, qui sont allés prendre les traités sur les tribus des Britanniques. Donc des traités qui avaient déjà plus de 50 ans et qui ont commencé à rechercher les mêmes tribus.
pour avoir comme ça, on va gagner les cœurs et les âmes. Hein, voilà. Et quand ils arrivaient dans les tribus, ben, soit la tribu n'existait plus, soit la tribu s'était reconstituée, parce que la tribu c'est vivant. Ils avaient des... Donc, c'est cette espèce de lecture complètement orientaliste dans le mauvais sens du mot. Hein. Il y a l'orientalisme scientifique qui est très respectable, mais orientaliste dans le sens où ah ben, l'Orient, ça ne bouge pas. C'est-à-dire on arrive avec des cartes des tribus du début du XXe siècle au début du XXIe siècle, et ça va fonctionner. Hein. Alors ça, c'est d'abord les préjugés. Et puis, il y a toutes les parties moyen-orientales qui ont intérêt à diffuser ce discours, parce que c'est leur fonds de commerce, parce que c'est ça qui leur permet de tenir au pouvoir. Je n'ai jamais connu un dictateur arabe qui ne disait pas qu'il était, la main sur le cœur, hein, généralement, protecteur des minorités. Mais, monsieur le dictateur, vous ne voulez pas protéger la majorité de temps en temps? Pourquoi vous protégez que les minorités? En plus, c'est évidemment complètement faux. Hein, c'est-à-dire que dans les minorités, non seulement on ne les protégeait pas, mais on les tenait c'était un peu la double peine. Parce qu'il fallait non seulement que les membres de ces minorités soient pour le dictateur, hein, mais qu'en plus, ils disent oui, nous sommes pour le dictateur parce que nous sommes de cette minorité. Hein, il est très, très gentil, il est formidable, il est gentil avec nous, etc. Enfin, c'est des rapports affreux. Hein, et cette idée que, voilà, il y a les minorités, hein, et il n'y a pas de peuple. Alors, on dissout le peuple. Hein, le peuple n'existe plus. Hein, et on protège les minorités contre les méchants. Et les méchants, c'est qui? Ben, c'est le peuple. parce que, C'est la majorité. oui, mais en même temps, le méchant devient le peuple, parce que le peuple est dissous. Donc, quand le peuple veut s'affirmer comme peuple, et c'est exactement ce qui s'est passé en Syrie en mars 2011, mais c'est aussi ce qui s'est passé au Liban au début de la Saoura d'octobre 2019, c'est ce qui s'est passé au même moment en Irak. C'était le peuple. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à dire, ah oui, chiites, sunnites, minorités, groupes, etc. Et alors que le slogan, qui est d'ailleurs, bon, les Libanais n'aiment pas trop quand on leur dit qu'ils avaient repris un slogan syrien, les Irakiens n'avaient pas de problème avec ça. Hein. Wahed, wahed, wahed. Hein. Shab souri, shab lubnani, shab iraki, wahed. Voilà, c'est ça, on est un. C'est pour ça, c'est pas uniquement évidemment qu'on va dire la majorité est méchante, mais ça, c'est le discours du pouvoir. La réalité, c'est que le peuple est dissous. Hein, et je mets en exergue de mon livre hein, deux citations, une citation de Yassine El-Hachaler sur comment écrire l'histoire, c'est rentrer d'exil hein, pour un peuple sans mémoire, mais aussi une citation de Dominique Hédé qui dit que seule la citoyenneté est la réponse à ce dilemme des minorités. Hein. Et je rappelle, on est quand même dans la France laïque, républicaine, les Lumières, le pape François considère le concept de minorité discriminatoire. Pour lui, le concept qui doit être en vigueur, c'est le concept de citoyenneté. Donc, ce sont moins les diplomaties occidentales en général hein, qu'évoque votre spectateur anonyme que des partis pris politiques hein, de certains dirigeants occidentaux. Hein, et ce ne sont pas bon, les diplomates qui sont fondamentalement producteurs de ce type de caricature. Je conclurai sur une expérience personnelle. Hein. Dans l'ambassade américaine à Bagdad, après la chute de Saddam Hussein, vous aviez pratiquement pas d'arabisants. Pratiquement pas. Donc, en revanche, si on était recommandé par le pasteur machin de l'Iowa ou le télévangéliste truc alors là, on était sûr d'y arriver. Pourquoi? Parce que, et c'est Condoleezza Rice, hein, qui était conseillère à la sécurité nationale, qui va devenir ministre des Affaires étrangères, qui avait dit « Nous avons gagné la guerre froide en n'écoutant pas les spécialistes de la Russie. Nous gagnerons la guerre contre la terreur en n'écoutant pas les arabisants. » Donc,
Ça, c'est assez rare. Moi, j'ai demandé plusieurs fois, est-ce qu'il y a un empire dans l'histoire qui a décidé de faire de l'ignorance une arme stratégique? Moi, je ne connais pas. Hein. C'était l'idée, moins on en sait, moins on sera contaminé. Et plus on pourra leur imposer la démocratie, les institutions. Bon, on a vu le résultat. Hein. C'était absolument catastrophique. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre la deuxième question, j'aimerais revenir sur la diplomatie française et notamment qui maintenant commence à donner des indices comme quoi le retour du régime de Bachar al-Assad à la communauté internationale, c'est pas si mal que ça. Non, 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 non. Alors, pas encore. Tu penses que le refus de la réintégration est toujours de. Ah ben c'est un axe fondamental de la diplomatie française. J'en veux une illustration. Hein. Emmanuel Macron était le co-invitant de cette réunion des amis de l'Irak, qui était en fait une réunion des pays voisins de l'Irak. Bon, vous avez tous vu qu'il y avait un pays voisin de l'Irak qui n'était pas représenté. Hein, et s'il n'était pas représenté, c'était parce que les Français ne l'avaient pas voulu, hein, avaient exclu toute présence du régime Assad à Bagdad, alors que, évidemment, voilà, à Bagdad même, et chez certains des invités, évidemment les Iraniens, mais d'autres également, bah, l'idée que ça pouvait être une façon, hein, à un niveau intermédiaire, hein, de commencer à renormaliser les relations avec la Syrie. Non, non, là je crois que voilà. Mais est-ce que l'accueil très positif du nouvel gouvernement libanais, qui est tout à fait à la merci de Damas, maintenant, il y a plus de ministres qui représentent le régime syrien que de ministres qui représentent le peuple libanais. Et notamment, le cabinet a choisi un représentant de Hezbollah qui a été pendant 10 ans le principal journaliste de France 24 arabe. C'est quand même remarquable que la France ne savait pas que le principal journaliste chaîne internationale en langue arabe était inféodé au Hezbollah. Et maintenant, le Hezbollah, il donne un bras d'honneur presque en le nommant ministre de l'Agriculture. Est-ce que cet accueil chaleureux de ce nouveau cabinet ne donne pas aussi des indices inquiétants par ce qui peut se passer avec la Syrie? Oui, enfin, voilà, hein, ton interprétation est très tranchée, la mienne l'est beaucoup moins. Il faut quand même se rappeler de l'énergie considérable que la diplomatie française a déployée pour venir en aide à ce malheureux Liban, à ce peuple libanais, à cette société libanaise. Et donc, voilà, il y a eu un choix qui était le choix que mieux vaut sortir de l'impasse que d'y rester, et que donc ce gouvernement sera jugé sur ses actes, et on ne voit pas comment dans ce gouvernement, à partir du moment où il n'était pas totalement neutre politiquement, les différentes sensibilités politiques, y compris celles que tu as mentionnées, ne seraient pas représentées. D'accord. Alors, une deuxième question. On prétend souvent que la laïcité et l'islam sont incompatibles. Votre ouvrage ont-il des précédents ou des exemples de gouvernance où la laïcité, du moins des systèmes de vivre ensemble qui ont fonctionné au Moyen-Orient? J'ai tout un développement. Hein. Comprenez-moi bien, moi je ne veux pas dire que l'islam c'est bien ou mal. L'islam c'est l'islam, voilà. C'est d'ailleurs ça aussi la laïcité. Hein. Voilà, c'est la neutralité par rapport aux croyances religieuses et aux croyances non religieuses. Hein. Voilà, Donc, ce que j'explique, c'est qu'en en fait, on pose le débat avec les références occidentales. Hein. Mais si on regarde la réalité politique du Moyen-Orient, on se rend compte que la séparation du politique et du religieux dans l'islam, elle est très précoce. Elle est très précoce. Alors que chacun des deux camps
disent « moi, je suis le bon musulman, toi, tu n'es pas le bon musulman » et réciproquement, ça ne change rien au fait qu'on a des conflits très sérieux entre les instances religieuses et les instances politiques. Et même le calife, hein, aussi bien sous les Omeyyades que sous les Abbassides, a beaucoup de résistance. Et la seule fois où un calife veut imposer un dogme d'État, hein, c'est le mortazilisme, donc au milieu du IXe siècle, il y a pratiquement un soulèvement dans Bagdad. Et le calife doit quitter sa capitale et aller s'installer à Samarra, au nord, pendant des décennies. Donc, parce que je prends les définitions, on va dire, même ceux qui sont soulevés, ils étaient pour un islam radical. Ah oui, mais ça, c'est pas la laïcité. Si on commence à dire il y a un bon islam et un mauvais islam, alors on est complètement dans la prescription. Et si une religion imposée par le haut, hein, un dogme d'État, est rejetée par la population, eh bien, ça prouve bien qu'il y a une contradiction entre le politique et le religieux. Hein. Alors, l'islam dénoue daoula, hein, l'islam est religion et État. On dit ça tout le temps pour dire c'est la preuve qu'il n'y a pas de séparation possible. Sauf que chacun dit ça contre l'autre. Le pouvoir politique dit ça aux religieux, donc comme je suis le daoula, vous les religieux, vous devez vous soumettre, et les religieux disent ça à l'État. Mais non, comme nous sommes les religieux, tu dois te soumettre. Ça prouve bien qu'il y a une distinction, hein, et qu'il y a donc un espace, hein, même si, évidemment, à cette époque-là, le débat est très largement religieux, très largement. Hein, je rappelle, il y a eu les libres penseurs au début de l'ère abbasside. Il y a eu des cours, par exemple à Alep avec Saïf Daoula, qui était un chiite, qui servait un calife sunnite, ou Mutanabbi. Il n'y a pas de nom plus provocateur que ça, hein, celui qui prétend qu'il est prophète, hein, qui était à l'évidence un libre penseur, hein, ont pu prospérer. Hein. Mais ça, c'est encore autre chose, c'est l'idée de la liberté. Mais si on pose la séparation du politique et du religieux, elle est beaucoup plus tranchée, hein, y compris dans quelque chose qui apparaît dès le Xe siècle, qui est la séparation entre le sultan et le calife. Donc entre une autorité qui est la sulta, une autorité exécutive, et une autorité qui est de l'ordre religieux et symbolique. Hein. Donc voilà, il faut suivre ça, et puis surtout se rendre compte que les soi-disant défenseurs de la laïcité, quand ils arrivent au Moyen-Orient, et c'est surtout les Français qui mettent ça en avant, eh bien, ils vont mettre en place un confessionnalisme, hein, qui est l'exact contraire de la laïcité, vu que la laïcité étant la neutralité, là on réduit les Syriens, les Libanais, à n'être que des membres de telle ou telle confession, qui seront donc régis de telle ou telle manière, qui ne pourront être élus que avec des fonctions qui ne pourront être occupées que par tel ou tel membre de telle confession. Ça, c'est la négation absolue de la laïcité. Merci beaucoup. Alors, une question encore. Comment sortir de ce piège de poser le débat avec un référentiel occidental? Quel rôle revient à encourager et faire connaître également des analyses de leurs collègues du Sud? Cela soulève également le problème de la barrière linguistique. Comment dépasser tout cela? Comment décentrer notre regard en sciences humaines et sociales? Je serais incapable de répondre à un sujet aussi vaste. Moi, je répondrai très modestement que je pense que c'est une entreprise collective, hein, qui engage effectivement les chercheurs, les enseignants au sud et au nord, et ceux qui sont du sud et du nord. Moi, je dédie mon livre à Fariba Adelha, qui est depuis 2019 d'abord emprisonnée à Evin et maintenant en résidence surveillée à Téhéran, qui est une chercheuse franco-iranienne. Voilà, elle est les deux. Et pour moi, c'est ma compatriote et ma collègue, et le sort qui lui est fait, c'est aussi le sort qui est fait à trop de chercheurs. Hein. Évidemment, on pense à Michel Seurat, les conditions dans lesquelles il a été assassiné, ou pire que ça, comment le Hezbollah l'a laissé mourir
en 1986, hein, l'a laissé agoniser. Mais on pense à Giulio Regeni, hein, ce chercheur italien qui a été martyrisé, torturé à mort par la police politique du dictateur Sissi au Caire en 2016. On pense à tout ça, hein, que ce sont des moments très difficiles pour la recherche, pour la pensée, mais qu'en même temps, il faut avoir ce type d'opération de sauvetage des archives que décrivait Salam, les opérations de co-tutelle, de recherche entre universités du Nord et du Sud, ou entre centres du Nord et du Sud. Bon, je ne suis pas encore si vieux que ça, je vais avoir 60 ans, mais je peux vous dire que le niveau général de culture dans mon pays, la France, le niveau général d'apprentissage de l'arabe, de connaissance de l'islam, malgré tous les débats qui nous font perdre des années de progrès intellectuel, ce niveau, il a progressé de manière spectaculaire pendant les dernières années. Hein, mais ça, c'est à bas bruit. Ça, évidemment, quand on est sur les plateaux de CNews ou d'ailleurs, on ne s'en rend pas compte. Hein, mais quand on va, comme je le fais volontiers et souvent, dans les ONG, dans les associations, dans les lycées, dans les villes de province, petites, grandes, moyennes, on se rend compte que la demande de sens est beaucoup plus importante et qu'il y a un accueil qui est fait, qui sera fait à des travaux qui ramènent le débat sur Terre et qui surtout parlent des femmes et des hommes, pas des abstractions, pas des concepts géopolitiques, pas des grands noms qu'on nous fait s'entrechoquer comme si on était dans je ne sais quel jeu vidéo. Non, ce sont des femmes et des hommes. Et c'est ça qui est fondamental. Ben justement, une des missions du Centre arabe, c'est de rapprocher un peu les deux rives, si j'ose dire, de faire connaître mieux, faire connaître la recherche française dans les pays arabes et vice-versa, parce que malheureusement aussi, il y a la barrière linguistique Bien sûr, oui. du côté du Sud, parce qu'il y a beaucoup de bonnes recherches, mais qui n'arrivent pas à se faire connaître en France. Et notre mission, c'est d'aider à développer ces échanges entre les deux côtés. Il y a M. Aziz Massoudi qui vous remercie beaucoup pour cette rencontre pleine de lumière en ce moment où l'obscurité semble avancer. Et avant, je réitère mes remerciements très chaleureux à notre ami Jean-Pierre qui nous a parlé aujourd'hui de son livre qui vient de sortir, Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours, qui vient de paraître chez Seuil. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci infiniment, cher Salam. Merci à toutes et à tous. On va se retrouver très bientôt, j'espère. Et pour notre public, cher public, la semaine prochaine, nous allons partager notre soirée avec Leïla Vignal, qui va nous parler de son livre qui vient de paraître en langue anglaise, mais j'espère que bientôt il sera traduit en français et en arabe. C'est un livre qui parle de la guerre, la souffrance du peuple syrien. Elle retrace un petit peu l'histoire, la chronologie des événements depuis 2011 jusqu'à nos jours. Merci beaucoup encore, Jean-Pierre, et bonne soirée à tous et toutes.